Pour moi, l'intégration, c'est une responsabilité commune. Les politiques inclusives ne favorisent pas seulement l'égalité des chances, mais elles réduisent également la xénophobie et les préjugés dans la population majoritaire. Presque une personne sur deux en Suisse est issue de la migration. C'est aussi ça, la richesse de notre pays. Les politiques d'intégration ont-elles réellement un impact sur l'inclusion des immigrants dans la société suisse ? Et de quel type d'intégration parlons-nous ? Économique, sociale, politique ? Des recherches récentes menées par le NCCR On The Move montrent que les politiques d'intégration ont une importance. En particulier, les politiques inclusives, celles qui accordent l'égalité des droits en matière de travail, d'apprentissage des langues et de participation, profitent à la fois aux immigrants et aux communautés locales. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui fonctionne, pourquoi c'est important et comment ces politiques façonnent nos sociétés. Bienvenue à On The Move Conversations, la chaîne de podcast du NCCR On The Move, le Centre national suisse de compétences en recherche pour les études sur la migration et la mobilité. Je m'appelle Robin Stunsi et je travaille au bureau du NCCR, basé à l'université de Neuchâtel. Je suis aujourd'hui accompagné de deux invités. Anita Manachal, professeure en politique des migrations au SFM et chef de projet au NCCR On The Move. Et Samson Yemane, vice-président de la Commission fédérale contre le racisme, coordinateur de lutte contre le racisme au CSP Vaud, co-responsable de formation à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et conseiller communal à Lausanne. Anita, Samson, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cet épisode. Avant de commencer, pourriez-vous nous parler un peu de vous, de ce que vous faites et de l'importance que revêt ce travail à vos yeux ? Peut-être en commençant par Anita. Merci pour l'invitation. En tant que professeur au SFM et chef de projet, je m'intéresse dans mes recherches et dans mon enseignement particulièrement aux dimensions politiques de la migration et de la mobilité. D'une part, je m'intéresse par exemple à la manière dont le contexte politique en général et les politiques migratoires en particulier influencent les personnes immigrées. De l'autre, j'étudie aussi comment la présence et l'engagement politique des immigrés affectent les démocraties contemporaines. Et pourquoi est-ce que je pense que c'est important ? Les discours politiques et publics sur la migration est largement dominé par les émotions, notamment aussi les peurs ou les craintes. Pourtant, pour comprendre les implications politiques de la migration, par exemple des mesures d'intégration politique qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas, nous avons besoin d'informations factuelles et objectives et non d'émotions. Et c'est dans ce sens que je m'engage. Merci beaucoup Anita. Je vais demander maintenant à Samson de répondre à la même question. Merci aussi pour cette invitation et pour cet échange. Pourquoi je m'intéresse sur cette question ? Alors, c'est vrai que moi, je ne m'intéresse pas en tant que chercheur, mais c'est plutôt par un parcours personnel. Ayant moi-même vécu la migration forcée, donc avoir quitté l'Érythrée, puis avoir vécu cette migration forcée jusqu'à ici la Suisse, c'est un parcours qui m'a très fortement impacté, qui a orienté aussi mes études en sciences politiques à l'Université de Lausanne. Par conséquent, je m'intéresse sur ces sujets de par ce parcours et aussi sur le plan professionnel. J'observe, c'est un sujet qui polarise, c'est un sujet qui est mal compris, c'est un sujet aussi qui est très fortement instrumentalisé sur le plan politique. Donc je m'engage tant par la voie professionnelle que par la voie associative et politique pour donner une voix beaucoup plus, je dirais, inclusive et aussi objectif en fait de ce que c'est la migration et la migration forcée. Et parler de l'intégration aussi comme une responsabilité collective. Et voilà, ce sont des éléments, des points qui me tiennent à cœur et c'est pour ces raisons que je m'intéresse sur ces questions. Merci beaucoup Samson. On va revenir plus en détail sur ces éléments. En commençant par Anita, vous avez mené des recherches approfondies sur la migration et l'intégration, notamment deux études importantes sur lesquelles nous allons nous concentrer aujourd'hui. L'une qui a examiné les réformes des politiques d'intégration en Suisse et l'autre qui a comparé les politiques d'inclusion à l'échelle internationale et leurs effets sur la cohésion sociale. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer un peu plus en détail ce que nous entendons par intégration, cohésion sociale ? Comment les définissez-vous et comment les mesurez-vous dans vos études ?
Donc le terme intégration est un terme très contesté, souvent aussi décrit comme un concept chaotique qui est largement utilisé mais compris de manière très différente selon les personnes. Et à cela s'ajoute que dans le débat public, ce concept est fortement chargé sur un plan normatif puisqu'on parle d'une bonne intégration, d'une intégration réussie par opposition à une mauvaise intégration. Dans le domaine de la recherche, j'utilise toutefois une conception empirique du terme intégration que je définis comme l'égalité des chances entre la population immigrée et la population non migrante ou la population dite autochtone. Et cette égalité de chances concerne tous les domaines de la vie, par exemple le marché du travail, l'école, la politique, etc. Donc si statistiquement on ne constate plus d'effets du parcours migratoire, qu'il s'agisse du sien ou de celui de ses parents, par exemple sur la performance scolaire ou le taux de chômage, alors on peut considérer que l'égalité des chances est atteinte. Et en ce qui concerne le terme cohésion sociale, je comprends ce concept comme concept relationnel qui englobe à la fois le sentiment d'appartenance et la qualité des relations entre les membres d'une communauté. Donc le sentiment d'appartenance d'une fille érythréenne à la Suisse, tout comme les préjugés d'une femme d'affaires à l'égard des immigrés, constituent deux manifestations de cohésion sociale, ou dans le cas des préjugés, c'est plutôt l'absence de cohésion sociale. Que révèlent vos recherches sur le lien entre les politiques d'intégration d'une part et la cohésion sociale ? Selon les résultats de nos recherches, les politiques d'intégration favorisent à la fois l'intégration en tant que l'égalité des chances des personnes immigrées et la cohésion sociale. Concrètement, on observe que les cantons, ceux où l'accès aux droits politiques, au marché de travail ainsi qu'à la participation sociétale, par exemple, est facilitée. Ces cantons représentent aussi une plus grande égalité de chances, par exemple entre élèves migrants et élèves suisses, et une meilleure intégration au marché de travail, par exemple dans le domaine de l'asile. Et on y constate également une plus grande ou plus forte volonté parmi les personnes immigrées de s'engager dans la société civile ou de se faire naturaliser. Et grâce à cette égalité des chances réussies, les politiques inclusives contribuent également à la cohésion sociale car elles renforcent le sentiment d'appartenance de la population migrante tout en réduisant les préjugés envers les immigrés, surtout dans des contextes diversifiés. Samson, vous avez travaillé dans diverses institutions publiques axées sur l'inclusion des migrants. À la lumière des conclusions des recherches d'Anita, en quoi cela correspond-il à votre expérience dans ces différents contextes ? C'est une très bonne question et évidemment je rejoins ce qui a été dit par Anita. Je peux peut-être donner un exemple beaucoup plus concret dans le cadre de mon travail à l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés où j'interviens régulièrement pour parler justement de ce concept de l'intégration, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est vrai que selon quel public j'ai, selon quelle institution j'ai, il y a une vision de l'intégration qui est très simpliste, dont la responsabilité est uniquement orientée sur le réfugié ou la réfugiée ou bien la personne migrante. Et comme si cette responsabilité dépend uniquement de cette personne et que cette personne doit mettre toutes les ressources nécessaires pour s'intégrer. Et ce qui est évidemment une vision très libérale et qui ne correspond pas du tout à ma vision. Pour moi, l'intégration, c'est une responsabilité commune. À la fois la personne concernée, effectivement, il faut qu'elle soit disponible pour pouvoir s'intégrer, une volonté de sa part. Mais en parallèle, il y a aussi la société civile, la collectivité. Quelle est notre perception aussi face aux personnes issues de la diversité, issues de la migration? Quelle vision on donne à une société dite inclusive? Et l'autre aspect, c'est aussi les institutions. Si les institutions n'ont pas une politique publique qui avantage cette politique d'intégration, on n'aura pas une politique d'intégration efficace. Donc moi, j'essaie d'amener cette explication sur l'intégration par une responsabilité collective et qu'on a tous notre part de responsabilité. Et la responsabilité ne doit pas être uniquement
ancrée sur l'individu lui-même. Et je terminerai en disant cela. Je pense que notre société ou les sociétés, c'est le résultat de cette migration qui est un fait social, ça a toujours existé, c'est une richesse, c'est comme ça qu'on évolue. Et cette approche, ce paradigme, en tout cas beaucoup de personnes ont la peine à comprendre et je pense que ça va être, même dans le narratif politique, un combat à porter. Dans vos différents rôles, observez-vous des effets positifs lorsque des politiques inclusives sont mises en place? Et est-ce que vous avez peut-être un ou deux exemples concrets à mettre en évidence? Oui, un exemple très concret, ça peut être par exemple la participation politique. On vient de voter dans le canton de Vaud le droit de vote pour les personnes étrangères au niveau cantonal, qui est malheureusement, pour ma part, une déception. Il suffit de voir à Neuchâtel, mais aussi au Jura, où il y a un droit de vote au niveau cantonal. Et c'est vrai, en ayant échangé avec quelques personnes, alors j'ai pas des données quantitatives et qualitatives approfondies autant que chercheur, mais quand on échange avec ces personnes concernées, c'est vrai que ils se sentent beaucoup plus légitimes et beaucoup plus inclus lorsqu'on leur demande de se prononcer sur une décision cantonale, enfin sur une initiative ou sur un projet politique au niveau cantonal. Et ce sentiment de légitimité, en fait, il est crucial. Ça rassure les personnes, ça les fait partir de cette communauté, de cette appartenance. Et le fait qu'un tel dispositif ou un tel droit de vote n'existe pas dans des différents cantons, ben évidemment que ça, il y a un sentiment d'illégitimité. Ils se sentent rejetés, ils se sentent mis de côté, et ça, ce n'est pas anodin. Donc ça, c'est vraiment un exemple très concret où sur la participation politique, lorsqu'il y a un droit qui est donné, le sentiment de légitimité, il est beaucoup plus fort. Et ça, c'est vraiment important de le véhiculer. C'est bien que vous parliez du droit de vote des étrangers parce que il existe aussi dans la population l'affirmation que même avec des cadres plus inclusifs ou des droits formels plus prononcés, de nombreux migrants ou migrantes ont toujours le sentiment de ne pas être des membres à part entière de la société ou de ne pas pouvoir participer autant qu'ils ou qu'elles le souhaiteraient. Et un des exemples qu'on donne souvent, c'est que même lorsque ces personnes ont le droit de vote, le taux de participation reste assez faible. Par exemple, dans le canton de Genève, il y a une étude qui a montré ça. Pourquoi est-ce que c'est le cas selon vous? Je vais continuer avec vous, Samson. Pourquoi les droits formels ne se traduisent pas toujours par une participation active? Et comment on pourrait combler cet écart? Effectivement, vous avez raison. Peut-être, je me permets de dire, c'est que le taux de participation, même au niveau suisse, il est assez faible. On est autour de 45%. Et puis, il me semble que les personnes étrangères, c'est autour de 25%. Vous avez raison. Je pense un élément important, c'est que l'habitus, le droit de vote, pour prendre les termes sociologiques, ça prend le temps aussi à comprendre le système. Beaucoup de personnes viennent aussi des pays où le droit de vote n'existe pas. Donc, voilà, il faut aussi qu'on comprenne ces mécanismes-là. Et l'autre élément qui n'est pas non plus anodin, c'est que si le droit de vote, c'est après 10 ans, ça signifie que pendant 10 ans, on ne s'est pas intéressé à la politique parce qu'on ne nous donne pas accès. Peut-être un élément important, si on regarde parmi les personnes étrangères qui votent, on se rend compte que les Belges votent énormément. Mais pourquoi? C'est parce qu'aussi, de leur pays, le droit de vote, il est quasi obligatoire. Donc, il y a une habitude de pratique qui est vraiment connue. Et lorsqu'ils vont venir ici et qu'ils ont le droit de voter, ils vont voter un peu plus. Si on prend la diaspora érythréenne, c'est un État totalitaire. Il n'y a pas droit de vote. En arrivant en Suisse, après un certain temps, ils ont le droit de voter au niveau communal ou cantonal. Le temps que ça va prendre pour assimiler à ce droit de vote, c'est un temps qui est précieux, certes, mais ça prend du temps. Et donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. Il faut aussi prendre d'autres paramètres, évidemment, de précarité, etc., qui font que ce n'est pas la première préoccupation pour ces personnes sur le droit de vote. Je peux tout à fait confirmer ces deux constats, le rôle important de la légitimité perçue par les personnes migrantes, mais aussi de la socialisation politique, surtout dans la période de l'enfance et de la jeunesse, qui joue un rôle très important aussi selon la recherche existante.
J'avais évoqué tout à l'heure les nuances cantonales, avec des politiques plus inclusives et plus exclusives, mais toutefois dans une perspective internationale. Le cas suisse est connu comme un cas plutôt restrictif en matière des droits formels, des droits politiques. Vous l'avez mentionné, il faut 10 ans jusqu'à ce qu'on peut demander la naturalisation. Dans d'autres pays, c'est beaucoup moins. Aux États-Unis, c'est 5 ans typiquement. Au Canada, même seulement 3. À France aussi, 5 ans. Et ça fait une différence, comme vous avez mentionné avec le cas Belgique, par rapport à d'autres pays plus autoritaires où il n'y a pas cette possibilité de droit de vote. Donc, lorsque ces personnes immigrées vivent très longtemps sans droit politique, on éprouve aussi moins le sentiment d'appartenance. Ça, c'est clair. On aperçoit aussi moins le sentiment que son voix compte, que son voix est légitime. Et de plus, je pense qu'il y a encore un autre facteur qui joue un rôle ici. Comme je l'ai mentionné, les discours publics et politiques sur la migration n'est pas très accueillant en Suisse. Il est souvent associé à des craintes de trop d'immigration, à des problèmes en lien avec la sécurité, par exemple. Et dans un tel climat, il est compréhensible que les personnes immigrées aient le sentiment de ne pas appartenir pleinement à la société. Donc, en termes de mesures ou politiques, je pense que vraiment ce qui aiderait, ce serait de mieux mettre en lumière toutes ces innombrables histoires positives, ces histoires de réussite, la contribution des personnes migrantes à la société et à la vie politique. Il ne faut pas toujours parler juste de football. Je pense effectivement que les politiciens, politiciennes issus de l'immigration jouent un rôle très important en tant que modèle. Je vais rester avec vous, Anita, pour en revenir un peu à vos recherches, et notamment vos travaux qui montrent que lorsque les immigrants jouissent d'une pleine égalité des droits, les sociétés dans leur ensemble sont moins divisées et plus confiantes. Est-ce que vous pouvez expliquer le mécanisme qu'il y a derrière ça ? Pourquoi une véritable égalité favorise-t-elle ce mieux-être dans la société dans son ensemble ? Effectivement, je pense qu'il y a un lien étroit entre égalité des chances et cohésion sociale. C'est aussi un peu l'argument qu'on développe dans nos recherches, parce que si l'accès aux structures ordinaires, à l'école, au marché du travail, à la société, à la politique est plus facile grâce à des politiques inclusives, cela va renforcer la capacité d'action des personnes immigrées. Ça va renforcer leur visibilité en tant que membres actifs et contributeurs de la société. Et globalement, cela va améliorer également la représentation des personnes immigrées dans la perception publique et dans la société. Et nos recherches confirment un peu cette logique, cette hypothèse de ce mécanisme, en montrant que les politiques inclusives ne favorisent pas seulement l'égalité des chances entre populations migrantes et non migrantes, mais elles réduisent également la xénophobie et les préjugés dans la population majoritaire. Et donc, si la recherche et la pratique montrent toutes les deux que l'inclusion profite à tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action ? Quelles mesures concrètes les décideurs politiques, les employeurs, les communautés peuvent-ils prendre pour rendre l'inclusion efficace ? Je vais poser cette question à Samson. Alors oui, il y a plein de mesures, mais peut-être qu'on peut prendre des exemples très concrets. Si on prend le marché du travail, aujourd'hui, quelqu'un qui passe par le système d'aide d'asile, généralement, il va bénéficier, c'est une réalité, un permis F, donc c'est permis provisoire. Même s'il est mentionné que cette personne, elle peut travailler, mais dans les faits, quelqu'un qui a un permis F, donc provisoire, c'est très difficile de signer un contrat de travail. Pour quelle raison ? Parce que pour les patrons, pour les recruteurs et recrutrices, dans ce permis, c'est marqué provisoire. Donc une des pistes, par exemple, c'est aussi le point de vue de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, c'est que ce statut F, aujourd'hui, il faut revoir. Le terme provisoire, il n'a pas de sens. Si on prend les Érythréens et les Érythréennes, la majorité des personnes qui ont un permis F aujourd'hui, je vous promets, dans 10 ans, ils auront un permis B parce que c'est quasi impossible que ces personnes retournent de leur pays. L'autre exemple, avec ce même permis F, c'est aussi recherche de logement. La même chose, des gérances qui voient que c'est un permis provisoire et qui estiment que la personne peut partir le lendemain et donc on ne doit pas lui donner un logement. Donc, ces discriminations institutionnelles aujourd'hui
ce sont vraiment des freins à l'intégration. Et si on veut, si je prends cet exemple-là pour le permis F, ce serait peut-être de revoir le statut de ce permis F et pour pas que ça soit perçu de manière négative. Oui, effectivement, le cas des personnes titulaires d'un permis F, admission provisoire, c'est un cas très très intéressant. Ça pose encore beaucoup d'obstacles, parce qu'en réalité, ce n'est pas un permis provisoire, mais souvent, dans la majorité des cas, un permis permanent. Mais après, il y a aussi eu des cas de réforme politique de la loi sur l'asile notamment, qui a favorisé l'inclusion des titulaires d'un permis F par le passé. Je peux mentionner ici le cas de la réforme de la loi sur l'asile mise en œuvre entre 2006 et 2008. Cette réforme a facilité l'accès des personnes admises à titre provisoire au marché du travail, aux mesures de promotion de l'intégration, par exemple des cours de langue, de qualification professionnelle, etc., et aussi au regroupement familial. Et nos analyses montrent que les personnes qui ont profité de cette réforme sont mieux intégrées au marché du travail, parlent mieux une langue nationale et se sentent aussi moins seules ou déracinées. Donc, il y a aussi des exemples qui montrent que des mesures politiques aussi pour cette population peuvent être efficaces et peuvent réussir. Si vous deviez maintenant laisser aux auditeurs un message principal issu de cette conversation, quel serait-il, Samson ? Alors, très bonne question. Je pense que pour moi, s'il y a un message que j'aimerais passer, c'est que la migration est un fait social, ça a toujours existé et ça existera. Ça fait partie de notre société et c'est comme ça qu'on s'enrichit mutuellement, c'est comme ça qu'on progresse et c'est comme ça qu'on évolue. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est temps de changer de paradigme, il est temps de changer notre point de vue sur la migration, sur l'importance de cette diversité et reconnaître qu'il y a une dépendance très forte entre la Suisse et tout ce qui nous entoure. J'aimerais qu'on arrive à un moment donné de notre histoire, qu'on accepte cette migration et qu'il y a plein d'éléments positifs sur cette migration et que tout dépend de notre perception en tant qu'une société collective. Donc je peux que inviter les personnes qui nous écoutent à être beaucoup plus inclusifs et accepter que les différences sont des richesses. Oui, en tant que message principal, je voudrais citer ici un sociologue qui résume très bien les conclusions de notre recherche et qui vont exactement un peu dans le sens de ce qui a déjà été mentionné par Samson Yemane. Ce chercheur constate qu'il y a une grande différence entre ignorer quelqu'un et lui serrer chaleureusement la main. L'effet symbolique d'une poignée de mains chaleureuses, que ce soit dans le cadre de politiques inclusives, des discours ou de rencontres quotidiennes, ne doit pas être sous-estimé. Ce geste de poignée de main chaleureuse peut vraiment déclencher un cercle vertueux qui favorise à la fois l'égalité des chances pour les migrants et les personnes non migrantes, ainsi que la cohésion sociale dans des sociétés diversifiées. Peut-être pour compléter aussi un chiffre assez marquant, alors on sait qu'en Suisse, 26% des personnes sont étrangères, donc ils n'ont pas la nationalité suisse. Par contre, si on va beaucoup plus loin et qu'on creuse davantage les statistiques et qu'on prenne en compte première, deuxième génération issue de la migration, donc y compris ceux qui sont naturalisés, en Suisse, c'est environ 40%. Donc, autrement dit, presque une personne sur deux en Suisse est issue de la migration. C'est aussi ça, la richesse de notre pays. Un grand merci encore une fois à nos invités, Anita Manachal du NCCR On The Move et professeur à l'Université de Neuchâtel, et Samson Yemane, conseiller communal à Lausanne et vice-président de la Commission fédérale contre le racisme. Je m'appelle Robin Stuncy et vous avez écouté On The Move Conversations. Vous trouverez des liens vers les recherches d'Anita et le travail de Samson dans les notes de l'émission. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.